Bienvenue à cette rencontre avec Delphine de Vigan. Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui devant ce public nombreux. Merci d'être là avec nous et je suis ravie de discuter avec vous Delphine de Vigan. Je vous lis depuis très longtemps et j'ai beaucoup aimé Les enfants sont rois, qui est votre dernier roman paru chez Gallimard. J'ai beaucoup aimé aussi les précédents et donc c'est une joie pour moi de pouvoir avoir la joie de vous poser des questions. Merci. Delphine de Vigan, d'abord je vais vous présenter. Vous avez publié une dizaine de romans et j'ai vu en faisant des recherches pour préparer la rencontre que vous aviez été directrice d'études dans un institut de sondage. Ça m'a intéressée notamment parce que je ne suis pas du tout là pour parler de moi, mais pendant mes études, j'ai fait des sondages pour la TNS Sofres, j'appelais les gens. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez incroyable de faire ça. C'est-à-dire qu'on pose des questions à des gens selon des formules données pour avoir des réponses. On les appelle chez eux, on rentre dans leur vie et on découvre. Et les gens sont très surprenants quand ils répondent. Et je me suis demandé si cette expérience de ce métier de directrice d'institut de sondage avait été une porte vers ce métier de romancière qui est le vôtre. Je ne le dirais pas forcément comme ça, mais en tout cas qui l'a enrichi. Avoir travaillé, j'ai travaillé 20 ans en entreprise avant d'avoir la chance de vivre de l'écriture. Et ça, sans aucun doute, ça a enrichi mon travail de romancière. Pour ce qui est de cette période à laquelle vous faites allusion, en effet, j'ai travaillé dans une entreprise, c'était la dernière entreprise d'ailleurs dans laquelle j'ai travaillé. Qui était concurrente de TNS Sofres, et dans laquelle j'étais plus spécialisée dans ce qu'on appelle l'observation sociale en entreprise. Donc ce sont des enquêtes qui sont menées auprès du personnel de très grandes entreprises en général, à travers différents moyens. À l'époque, parce que c'était il y a maintenant plus de 10 ans, c'était en effet des enquêtes qui étaient faites par téléphone, où on appelait, je dis on, c'était pas moi parce que c'était des enquêteurs qui s'en occupaient, appelaient les salariés en effet chez eux pour recueillir leurs sentiments sur leur entreprise, pour qu'ils aient la possibilité de s'exprimer librement sur la manière dont les choses se passaient dans leur entreprise. J'ai beaucoup appris évidemment à cette occasion sur le monde du travail, dont d'ailleurs que j'ai évoqué dans un roman qui s'appelle Les heures souterraines, qui est à la fois nourri de ma propre expérience dans l'entreprise et de choses que j'ai pu observer. Les heures souterraines, c'est un roman qui est arrivé, qui n'a pas été le premier, mais qui est arrivé et qui est un roman, alors après j'arrête de parler de moi, mais qui a été très important pour moi quand je l'ai lu. C'était juste avant que je rentre moi-même dans le milieu du travail. Et ça m'a été vraiment utile, parce que c'est un roman aussi sur la violence de l'entreprise, c'est un roman sur le harcèlement au travail, à un moment où finalement on en parlait moins qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Et ça a été un peu une forme de manuel pour moi, qui était un livre qui m'a aidé à voir des situations avant qu'elles ne deviennent mortifères ou douloureuses. Et ça, c'est, je pense, l'un des talents que vous avez d'observatrice aussi, et dans le choix de vos sujets de livres, qui est de pouvoir vous emparer de sujets qui font mal ou de sujets qui blessent à certains endroits de la société. On va notamment en parler avec Les enfants sans roi. Je rembobine d'abord pour parler de cette carrière littéraire qui est la vôtre. Vous avez publié d'abord en 2001, sous pseudonyme, Jour sans fin, qui était alors fiction autobiographique sur l'anorexie. Et puis Les jolis garçons, Un jour de décembre. Là, vous publiez sous votre vrai nom. Et arrive Noé et moi en 2007, qui est très remarqué et qui parle des sans domicile fixe. Aussi un roman bouleversant, avec des jeunes filles qui sont mises en scène. Et puis vont suivre ensuite, donc Les heures souterraines arrivent l'année suivante. Rien ne s'oppose à la nuit en 2011 est un livre de nouveau très personnel sur le suicide de votre mère et la bipolarité. Et puis, en 2015, vous brouillez les pistes avec D'après une histoire vraie. La narratrice est Delphine. Elle est sous l'emprise d'une lectrice. Il y a un rapport toxique qui se met en place. Et là, on ne sait plus et on ne peut pas et on ne veut pas forcément savoir exactement où commence la fiction, etc., et où s'arrête le réel. Viendront les loyautés, les gratitudes,
études, 2018-2019 et puis 2021, Les enfants sont rois. Donc je rappelle que le roman est sorti en mars. Là, c'était le déroulé de vos œuvres. J'avais envie de commencer par une question extrêmement simple, et pardonnez-moi pour ça, et un peu galvaudée, mais comment ces sujets viennent-ils à vous? Comment décidez-vous, est-ce que déjà c'est une décision, d'écrire sur tel ou tel sujet avec vous-même sur un curseur qui va du très près au finalement assez éloigné dans vos œuvres? C'est un processus qui reste assez mystérieux, je dois dire, même pour moi-même aussi. Comment ça vient, d'où ça vient, quel événement, quelle observation, quelle anecdote, quel sentiment, quelle sensation peuvent être à l'origine d'un livre. Je dois dire que ça reste encore assez mystérieux. Souvent, il y a effectivement un déclic ou un moment que j'identifie rétrospectivement comme le moment où l'idée du livre est née. C'est vrai que ça part assez souvent de choses plutôt intimes, même si ensuite ça ne donne pas forcément lieu à un livre intime. J'ai observé, c'est le cas d'ailleurs pour Les enfants sont rois ou pour Noé et moi que vous évoquiez, que certains de mes romans naissent par exemple de quelque chose qui me heurte ou qui m'étonne, enfin voilà, quand quelque chose du monde qui m'entoure vient d'une certaine manière me percuter. C'était le cas avec Noé et moi, je l'ai souvent raconté, où je suis à l'époque justement où je travaillais dans cette entreprise que j'évoquais à l'instant. Sur mon chemin de travail, j'ai rencontré des jeunes femmes sans abri, enfin croisé des jeunes femmes sans abri. C'était donc il y a plus de 10 ans, et à un moment où on commençait à voir de plus en plus de femmes dans la rue. Et voilà, cette image m'avait vraiment frappée, au point que quand je suis arrivée à mon bureau, j'ai commencé un peu à regarder, à chercher des choses sur la précarité féminine. Et puis le soir, j'ai continué à chercher. Et voilà, probablement c'est ce moment qui est le point de départ du roman. Ensuite, c'est un long travail de maturation, sans doute d'ailleurs. Ça m'arrive d'avoir des idées de romans auxquelles je renonce, qui sont comme des idées fugaces, et puis que j'abandonne. Et puis parfois, ces idées restent, et peu à peu, elles font un peu boule de neige, et petit à petit, s'élabore quelque chose. Les enfants sont rois. J'ai découvert complètement par hasard, je suis tombée sur un reportage à la télévision qui montrait des enfants influenceurs, on y reviendra sans doute, et tellement étonnée de découvrir cette réalité dont j'ignorais tout à fait l'existence. J'ai commencé là aussi à me documenter, etc. Et le désir d'écriture, il vient de la volonté finalement peut-être de partager cet étonnement ou ce sentiment que je peux avoir parfois d'être en décalage avec le monde dans lequel je vis. Ou parfois ce sont des choses beaucoup plus intimes. Vous avez évoqué Jour sans fin, qui est mon premier roman, qui raconte la guérison d'une jeune femme anorexique. Je n'ai jamais caché que le livre était très autobiographique, même s'il y a effectivement une part de fiction. Donc ça, c'est un texte que je portais en moi depuis très très longtemps. Je me souviens que vraiment, à l'époque où j'ai vécu cette expérience moi-même, j'avais déjà envie de témoigner de ce que ça voulait dire, la manière dont cette maladie s'emparait du corps. Parce qu'évidemment, on parle d'anorexie mentale à juste titre, puisque c'est une maladie qui vient de la tête, mais dont le théâtre est le corps. Et le corps joue un rôle très très important dans la maladie. Et j'avais vraiment envie de décrire ce que c'était, en fait, que cet état très particulier que provoque l'anorexie, cet état d'enfermement, de prison, et comment on en sort, à travers ce personnage. Donc c'est un livre que j'ai écrit 15 ans après que cette histoire est arrivée. Donc avec voilà, j'ai suffisamment de recul et de distance pour pouvoir fabriquer une fiction. Et puis sinon, il y a Rien ne se pose à la nuit, que vous avez évoqué, qui est le livre donc, où j'ai tenté de retracer l'histoire de ma mère, peu de temps après son suicide. Donc là, évidemment, c'est un livre très personnel aussi. Mais au fond, si vous voulez, on n'écrit jamais à partir de rien. Donc même des livres qui sont parfois très éloignés de moi dans ce qu'ils racontent, par exemple Les enfants sont rois, je sais que ça n'est pas par hasard au fond que j'ai écrit ce livre, et qu'il y a toujours quelque chose qui malgré tout, me semble-t-il, relie l'écrivain
à son propos, à son sujet. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un sujet, mais ça ne part jamais de rien. Voilà. Et ensuite, il y a différentes façons de métaboliser ou d'élaborer quelque chose à partir de, finalement, sans doute quelque chose de très personnel. Et ces livres qui ne se font pas, dont vous parliez, qu'est-ce qui vient interrompre le processus et à quelle étape ? Ouais, ce sont juste des idées fugaces. Là, je vais vous en citer une que j'ai eue très récemment. Peut-être que d'ailleurs je le ferai, mais je ne crois pas. Là, j'étais pendant une semaine au Festival de Deauville, où j'ai fait partie du jury du Festival de Deauville, ce qui était une expérience tout à fait passionnante. Et donc de me retrouver pendant une semaine avec des gens de cinéma, j'étais le seul écrivain du jury, et sinon ce sont essentiellement des acteurs ou actrices, scénaristes, réalisateurs. On était 9, donc on était assez nombreux. On passe quasiment 10 jours ensemble, quasiment 24 heures sur 24, à voir des films, à échanger sur les films, etc. Et c'est comme un petit théâtre qui se met en place. En fait, il y a quelque chose. Moi, je suis assez timide. J'ai toujours un petit moment d'adaptation quand je dois rencontrer un groupe. Et puis finalement, on se rend compte que les autres sont, pour la plupart, aussi assez intimidés. Et donc voilà. Et assez vite, je me suis dit, tiens, il y aurait un super roman à écrire qui s'appellerait Le Jury. Et ce serait un huis clos, justement, dans un festival, etc. Et je commence à élaborer quelque chose. Et ça m'amuse pendant une semaine de rêver un peu, d'étudier ces différents caractères et de voir ce que je pourrais raconter. Et puis, voilà, probablement, c'est une idée que j'abandonnerai ou pas, je ne sais pas. Mais c'est jamais plus long que ça, parce qu'en fait, voilà, ce sont souvent, d'ailleurs, ces idées de romans, elles viennent d'un titre, d'une idée de titre. Je me dis, tiens, ça ferait un bon titre. Et puis, finalement, il n'y a pas de roman qui s'élabore derrière. Ça a été ça pour Les Enfants sont rois ? Les Enfants sont rois, j'ai pas eu le titre tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu ce reportage dont je parlais tout de suite, j'étais assez fascinée, je dois dire, devant les images que je découvrais. Et je me revois vraiment attraper un carnet qui est toujours plus ou moins à portée de main, noter le nom de l'émission et le nom des protagonistes. Et à ce moment-là, j'ai su que j'écrirais là-dessus. Alors, on va en parler justement de ce roman. Les Enfants sont rois, c'est l'histoire d'abord d'une jeune femme, Mélanie Clos à l'origine. Vous écrivez, Mélanie Clos se rêvait flamboyante, incontournable. Elle restait cette jeune femme réservée à l'apparence discrète qu'elle détestait. C'est une jeune femme un peu mal dans sa peau qui est au début de cet âge de femme, au moment où arrive la télé-réalité. Et là, c'est le choc, love story, avec ces héros et ces héroïnes qui sortent comme ça de la population lambda et qui s'incarnent et qui changent radicalement le visage de l'intimité. Et elle est fascinée par ça. Elle va essayer elle-même de rentrer dans la télé-réalité, de faire partie de tout ça, mais elle n'y arrive pas, elle échoue. Et puis voilà, elle continue sa vie, elle se marie, elle a des enfants. Et elle découvre les réseaux sociaux, elle découvre YouTube et elle découvre cette façon d'être au monde à travers l'écran. Et elle se prend au jeu et elle va devenir une influenceuse. Elle va avoir 2 enfants, Kimi et Samy. Elle a une chaîne, Happy Récré, 5 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Et donc elle mène cette vie en filmant ses enfants et son quotidien. On sait après tous, je pense, de quoi il s'agit aujourd'hui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la petite fille de Mélanie va être enlevée dans la cour de l'immeuble au cours d'une partie de cache-cache. Elle disparaît. Et là, on rentre dans un genre qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est le thriller, avec une enquête policière qui est menée par une jeune femme qui s'appelle Clara, qui est elle à l'opposé du spectre de où se trouve Mélanie, qui vient d'un milieu plutôt intellectuel, plutôt libertaire, qui a choisi de devenir flic contre ses parents et qui ne veut pas d'enfants, qui préserve beaucoup sa vie privée, qui va se retrouver face à cet autre monde qui est celui de Mélanie, qui va essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette petite fille. On ne va pas bien sûr lui dire ce qui lui est arrivé, mais voilà, toute cette enquête policière se met en place. Peut-être qu'on pourrait commencer par une lecture avant de discuter du livre, Delphine de Vigan. Oui, moi j'aime bien rentrer, avant de discuter, j'aime bien rentrer dans le livre par la lecture.
Alors, bizarrement, c'est un passage que nous avons choisi juste à l'instant, qui est plutôt à la fin du livre, mais ne vous inquiétez pas, qu'il ne vous révélera rien de ce suspense palpitant, et qui concerne, en fait, les deux personnages tels que vous les avez décrits, vous l'aurez compris pour ceux qui n'ont pas lu le roman, fonctionnent en opposé l'un de l'autre, en fait. Hein. L'une est un peu le négatif au sens photographique de l'autre. L'une, cette Mélanie, donc la mère de ses enfants, est un personnage très attiré par la lumière et puis qui adhère complètement à son époque. Tandis que Clara, ce personnage de femme flic, elle est procédurière, on y reviendra peut-être, au contraire, est une femme qui se sent assez en décalage par rapport à son époque. Et donc là, le passage que je vais vous lire concerne Clara, la flic. Tous les soirs, dès qu'elle entre dans son appartement, elle commence par ôter ses vêtements comme elle se débarrasserait d'une peau morte. Qu'elle ait passé la journée dans son bureau ou à l'extérieur, elle les jette dans le bac à linge sale. Parfois, elle se demande quelle est la proportion de gens qui, comme elle, se changent en rentrant chez eux, qui enfilent un vieux bas de survêtement, un caleçon, des chaussons, qui se glissent dans un gros pull ou un sweatshirt informe. Combien d'entre eux choisissent plutôt un peignoir, une nuisette en dentelle ou un déshabillé de soie? Combien enlèvent leurs lentilles pour chausser leurs lunettes? Combien dissocient ainsi leur être du dehors et leur être du dedans? Sa tenue d'intérieur dépend de son humeur. Elle aime les robes longues et les pantalons de coton. Depuis quelque temps, il lui semble vivre au revers du monde, dans un repli impossible, en marge de ces réseaux supposément sociaux, saturés de factices amours et de haine authentique, en marge de cette toile d'illusions, gavée de selfies et de phrases lapidaires, en marge de tout ce qui circule à la vitesse du son. Elle est cette femme à la traîne d'une ville qu'elle n'aime plus, où chacun se presse de rentrer chez soi pour commander et consommer en ligne ou obéir à l'impérieux parcours des algorithmes. Elle est cette femme fébrile, dont la vigilance excessive interdit le sommeil, cette femme à la mélancolie inavouée qui ne parvient plus à suivre le mouvement général. Est-ce parce qu'elle n'a pas vu ses parents vieillir qu'elle se sent aujourd'hui si loin, si anachronique, alors qu'elle n'a que 45 ans? Si elle y réfléchit, elle ne tient pas tant que ça à cette vie penchée sur un écran, à dialoguer avec une intelligence artificielle où on lui demande de relever la tête que pour où on ne lui demande de relever la tête que pour obéir aux exigences de la reconnaissance faciale. Elle ne veut pas s'asseoir comme les autres au fond de son canapé, le portable greffé au doigt, au poignet, dans la paume, en quête de sensations fortes, à guetter sur son écran le drame, l'attentat et le héros du jour, oublié dès le lendemain. Le monde la dépasse et elle n'a aucune prise. Le monde est fou, mais elle n'y peut rien. Peut-être est-ce ce sentiment d'impuissance qui est devenu insupportable, ce sentiment de ne pas avoir éprouvé ses muscles, son courage, sa résistance, de ne plus aller au front. Ce sentiment de s'être laissé glisser le long d'une pente et de se sentir aujourd'hui trop fatigué pour la remonter. Peut-être que Cédric a raison, qu'il est temps de bouger, de trouver une autre façon de prendre sa part. Merci beaucoup pour cette lecture, Delphine de Vigan. Et c'est très intéressant d'avoir choisi cet extrait qui arrive effectivement à la fin du livre, qui raconte aussi finalement l'avènement d'une époque, celle des algorithmes, celle de Big Brother, de cet œil fixé sur chacun d'entre nous, qui sera celle de Clara, et qui commence, qui germe. On le voit dans votre livre, avec le début de Love Story ou de la télé-réalité et l'arrivée de ces caméras qui se braquent non pas sur des stars de cinéma, mais sur n'importe qui, entre guillemets. Est-ce que vous avez senti, au moment où c'est arrivé, est-ce que vous avez senti cette rupture et l'annonce de cette époque qui s'est ouverte devant nous et dans laquelle on s'est engouffré ? Je ne peux pas dire que je ne suis pas voyante et je ne savais pas exactement ce qui en découlerait. Mais je me souviens qu'à l'époque, oui, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment un tournant, un point de rupture, mais je n'étais pas la seule. L'arrivée du loft sur nos écrans a suscité
beaucoup, j'imagine, d'entre vous s'en souviennent, a suscité beaucoup d'interrogations, de passions. Il y a eu un déferlement phénoménal d'articles dans la presse, etc. L'arrivée de la télé-réalité, en fait, sur nos écrans, clairement, je pense que beaucoup pressentaient que ce serait un tournant majeur. Oui, probablement annonciateur de ce qu'on vit, enfin, me semble-t-il, de ce qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, peut-être que ce qu'on n'avait pas mesuré à l'époque, pour moi, vraiment, le loft, cette idée, à un moment donné, que des gens totalement anonymes, qui étaient totalement anonymes 2 jours avant, qui ne sont pas des créateurs, qui ne sont pas des artistes, qui ne fabriquent rien, qui tout d'un coup deviennent célèbres par la seule exposition. Ça, il me semble que c'était quelque chose qui était effectivement tout à fait révolutionnaire quand on a vu les passions, les foules agglutinées pour accueillir ces lofters qui sortaient juste d'une espèce de blockhouse en préfabriqué. C'était assez spectaculaire. Donc il y avait ça, il y a eu cette révolution-là. Et pour moi, il y en a eu une autre, c'est l'arrivée du numérique, en fait, derrière. Et cette possibilité, au fond, de faire sa propre télé-réalité. Et ça, non, je ne peux pas vous dire que je l'avais pressenti. Mais aujourd'hui, cette capacité que nous avons tous, simplement munis d'un téléphone, de se positionner en personne publique, de se donner à voir, chacun voilà, choisir les images, les paroles qu'il a envie de mettre en scène, cette possibilité que nous avons de rechercher un public, une audience, et parfois pour certains d'y parvenir, et d'y parvenir dans de très très larges proportions. Il me semble que c'est vraiment là aussi un tournant tout à fait majeur de notre époque. C'est le statut de star accessible à n'importe qui, avec à tout le monde, avec ce que ça implique, c'est-à-dire, et c'est ce qui va arriver à Mélanie, c'est de l'argent, de l'influence et du danger. Et c'est ça, en fait, que vous amenez avec Les Enfants sont rois. C'est-à-dire que vous montrez d'un côté ces paillettes, ce monde rose, ce monde codifié aussi, parce qu'il y a une façon de dire bonjour, il y a il y a des gimmicks qui sont ceux de Mélanie et ceux de ses enfants. Il y a des codes, il y a des activités qu'on fait. Et puis, il y a cette face sombre aussi, qui est celle de ces yeux qui regardent, de ces convoitises et de ces rivalités, qui vont être autant d'explications possibles à la disparition de l'enfant. Oui, oui, tout à fait. En effet, là, en l'occurrence, donc, Les Enfants sont rois met en scène ce personnage que vous évoquiez, elle a été adolescente au moment de la télé-réalité. Elle s'est rêvée elle-même en star de la télé-réalité, en vedette. J'en dis pas trop, à un moment donné, ça aurait pu lui arriver, mais ça ne marche pas tout à fait comme elle l'aurait souhaité. Et donc, quelques années plus tard, alors qu'elle dispose des outils dont je viens de parler, et qu'elle a cette possibilité de mettre en scène sa famille, elle commence effectivement à mettre en scène ses enfants. Alors, vous disiez, a priori, tout le monde connaît ces vidéos. J'en suis pas sûre, en fait. En le disant, je me disais non. Oui. Enfin, moi-même, j'ai été... je les ai découvertes, hein, vraiment, quand j'ai découvert ce reportage que j'évoquais. Et puis, plus tard, depuis que le livre a paru, je me rends compte qu'en fait, beaucoup de gens savent que ça existe, bien sûr. Moi, j'ignorais même que ça existait. Mais bon, voilà, les gens qui ont des enfants ou des petits-enfants savent que ces vidéos existent, mais ne les ont jamais regardées. Et pour cause, elles s'adressent essentiellement, je parle des vidéos qui mettent en scène des enfants, elles s'adressent aux enfants. Et donc, elles ont souvent comme ça un caractère qui semble très inoffensif. Moi, mes enfants ne sont plus en âge de regarder ça, mais j'imagine que si j'avais des enfants petits, peut-être je ne me méfierais pas du tout de ces vidéos. Elles n'ont aucun caractère de violence, elles ne sont pas pornographiques. On voit des enfants qui jouent. Voilà. Et ensuite, quand on commence à s'intéresser à tout ce phénomène, effectivement, qui existe derrière, ce qui est une véritable économie, en fait, derrière ça, la manière dont les parents utilisent effectivement leurs enfants. On découvre complètement un monde.
Et de même que simplement de regarder ces vidéos, j'ai envie de vous dire, d'en regarder une dizaine, déjà, on découvre quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas soupçonner. Vous écrivez « YouTube était un monde à part, un monde généreux, providentiel et accessible à tous ». Ça, c'est le ressenti de Mélanie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a le verre est dans le fruit, en fait, dans ce monde merveilleux. Il y a une forme de violence, de cruauté, qui était déjà d'ailleurs dans le loft, puisque aujourd'hui, avec le recul, quand on pense à ce qu'est devenu Loana, qui a été tellement moquée, tellement mise à mal, tellement blessée, et qui aujourd'hui, on le sait, et régulièrement, il y a cette cruauté qui s'auto-nourrit avec ces photos d'elle qui paraissent, ces gossips, toutes ces rumeurs sur elle. Je pense aussi, c'est un autre univers, mais à la même époque, il y avait Britney Spears, aujourd'hui qui est revenue sous le feu des projecteurs, puisqu'elle était mise sous tutelle de son propre père, et que là, maintenant, c'est en train de se dénouer. Britney Spears qui chantait toute jeune, « My loneliness is killing me », ma solitude me tue, et tout le monde répétait ça sans vraiment réfléchir à ce qui était en train de se passer devant nous. Et ces jeunes femmes de l'époque sont devenues aujourd'hui des femmes qui vont mal. Et leurs enfants, en fait, ces petits-enfants de YouTube, sont des enfants qui ne vont pas bien. La petite Kimi, on se sent désolée pour elle, et on voit déjà que c'était une enfant qui était fatiguée, c'était une enfant qui avait plein de jouets mais qui s'accrochait à son doudou, et c'était une enfant, et là on parle de ses pratiques sur YouTube. Ils font des pranks, des blagues, on leur fait croire des choses qui en fait ne sont pas vraies, on leur laisse acheter n'importe quoi pendant toute une journée, on les laisse commander tout ce qu'ils veulent au fast-food, et ça, ce sont des violences éducatives en fait, ou des espèces de maltraitance à la lisière enfin, en fait, on est à la lisière de la maltraitance. Oui, on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça que Clara, donc cette policière, l'observe. Maintenant, mon travail de romancière, au fond, il a consisté à fabriquer de la fiction à partir de ça. C'est-à-dire, en effet, j'ai découvert ces vidéos qui sont accessibles à tous, que peut-être voilà, certains d'entre vous connaissent. Ces mises en scène, comme vous le disiez, d'enfants qui... elles font toute l'apologie de la consommation, c'est-à-dire que les scénarios en sont très, très basiques. C'est essentiellement des enfants qui sont en train de déballer des cadeaux, de déballer des jouets, dont les marques sont partenaires. Et puis, pour élaborer un petit peu quand même les scénarios, effectivement, il y a des concours pour acheter le plus d'articles qui commencent par F dans un supermarché, pour manger que des trucs orange, faire un concours de celui qui mangera le plus de McDo, etc. Bon, voilà, des choses tout à fait palpitantes d'un point de vue dramaturgique, mais comme ça s'adresse à des enfants, si vous voulez, ça, au fond, ça répond au désir de tous les enfants. Chaque enfant, j'imagine, a eu ce désir d'être tout seul enfermé dans le magasin de jouets, de tout posséder. Et là, en fait, les enfants qui regardent ça, ils voient d'autres enfants comme eux qui ont tout, qui effectivement possèdent tout. Et donc, évidemment, le contenu pose bien sûr question. Et moi, je suis partie de là, de ce qu'on pouvait observer, pour essayer d'imaginer quelle peut être la vie de ces enfants. Parce que, voilà, j'aurais pu d'ailleurs mener une enquête plus approfondie, mais dans la mesure où je savais où je me positionnais moi en tant qu'écrivain et quel regard je portais là-dessus, j'aurais trouvé ça assez malhonnête, par exemple, d'aller voir ces gens, de les interroger pour savoir ce qui se passe chez eux. Mon seul recours, au fond, c'était la fiction. C'était à partir de ce que je voyais, de ce que je pouvais voir sur Instagram, sur YouTube, et puis il suffit de voir le nombre de vidéos qui sont publiées, etc., d'imaginer effectivement quelle peut être la vie d'un enfant comme ça. Et ensuite, il y a cette histoire bien sûr de disparition qui donne la dramaturgie du roman. Quel regard est-ce que vous portez sur Mélanie Clos, qui devient Mélanie Dior, et qui, pour moi, a suscité des sentiments assez ambigus, ambivalents, puisque d'un côté, ce YouTube et Instagram, c'est un peu une fabrique à mauvais parents, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de ce qu'on veut faire, tout acheter à son enfant, au lieu de lui apprendre la frustration et toutes ces sciences éducatives qu'on a un peu. Il suffit d'ouvrir un magazine par an pour savoir qu'il ne faut pas faire ça. Et en même temps, sa fille disparaît, c'est la pire chose qui puisse arriver à une mère, et bien évidemment, son cœur se brise. Quel regard vous posez sur elle ?
Moi, comme tous mes personnages, et ça m'est arrivé d'avoir d'autres personnages dans d'autres romans qui peuvent être complexes, ambivalents, voire antipathiques. Là, Mélanie Clou, moi, d'une certaine manière, je n'avais pas envie de la juger, en fait. J'avais envie de comprendre, de tenter, encore une fois, à travers la fiction, de comprendre ce qui peut conduire une mère aujourd'hui, à notre époque, à mettre en scène à ce point ses enfants. Est-ce que c'est finalement l'appât du gain, parce que ces vidéos et ces comptes Instagram rapportent énormément d'argent, ou est-ce qu'il y a autre chose que ça? Et donc, au fond, toutes ces questions que je me suis posées par rapport à mon personnage, par rapport aux gens de la réalité et par rapport à mon personnage, je les ai mises dans la bouche de Clara, donc, qui est cette flic qui découvre cet univers et qui cherche à comprendre et qui constate que tout ça, ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que cette femme, Mélanie Clou, elle est persuadée qu'elle fait le bien de ses enfants. En fait, c'est une femme... À un moment donné, d'ailleurs, Clara dit ça après avoir envisagé d'autres hypothèses les plus terribles, les plus machiavéliques. Elle se dit, mais au fond, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est tout simplement une femme qui appartient à son époque, une femme qui a embrassé totalement son époque. Et son époque, c'est celle des réseaux sociaux, c'est celle où finalement les frontières de l'intime ont explosé, c'est celle où il paraît normal de filmer ses enfants, de les montrer sous toutes les coutures. Voilà, où de fait, il n'y a aucune régulation pour ces activités. Donc c'est juste peut-être une femme qui embrasse son époque. Bon, et puis il y a évidemment des moments où j'ai envie d'aller plus loin que ça. Mais j'avais envie que les lecteurs aient quand même de l'empathie pour ce personnage, parce qu'il y a aussi son parcours à elle, la jeune femme qu'elle a été, sans en dire trop, sa relation avec sa famille, etc. Donc tout ça, je voulais que ça entre en compte et que un personnage, il n'est jamais fait d'un bloc. Il a bien sûr des zones d'aspérité par lesquelles probablement il peut heurter, choquer, repousser. Et puis j'espère qu'il y a aussi chez cette Mélanie Clou quelque chose qui fait qu'on a malgré tout envie de la comprendre, si ce n'est de l'aimer. C'est exactement ce qu'on ressent face à une Loana ou une Britney Spears, ou voilà, ces êtres abîmés et d'une certaine façon qui ont pu aussi être agaçants ou tendre le bâton pour se faire battre, mais en fait on n'a pas envie qu'ils se fassent battre. Oui, en l'occurrence, les modèles dont vous parlez, elles sont typiquement victimes de leur époque. Et puis il y a ce mari aussi, le mari qui lui est dans l'ombre et qui reste une présence importante tout en étant occulté. C'est un choix intéressant du point de vue de la construction narrative. Oui, ce personnage, j'avais envie à la fois qu'il existe un peu en creux, parce qu'effectivement, c'est le plus grand supporter de sa femme. Je pense que ce qu'on peut dire de lui, peut-être ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il il aime sa femme, et d'une certaine manière, il l'a suivie un peu aveuglément dans ses choix, dans les choix qu'elle a fait. En tout cas, bon, là aussi, je ne veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu. Est-ce qu'il la suivra jusqu'au bout? Mais en tout cas, voilà, pour moi, il est plutôt un suiveur au fond, ce Bruno. J'aimerais qu'on parle de cette enquête policière qui donne, comme vous le disiez tout à l'heure, une structure, une architecture au roman aussi. Vous avez bien repris le code avec ces rebondissements en fait qui arrivent et qui viennent, voilà, donner des indices sur ce qui a pu arriver à Kimi et puis qui est mené par ce personnage très intéressant de Clara. Comment est-ce que vous avez été construire ça? Vous n'êtes pas familière non plus du thriller et on vous voit débarquer avec beaucoup de talent dans cette veine-là. D'une manière générale, j'aime bien flirter avec le genre, avec les genres. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je ne m'interdis rien et je trouve intéressant d'être souvent à la frontière d'un autre genre. Ça a été le cas avec le thriller psychologique d'après une histoire vraie, qui est un roman que j'ai vraiment construit comme ça. Dans Les Gratitudes, par exemple, j'ai flirté un petit peu avec le théâtre. C'est un texte qui est uniquement construit sur des monologues et des dialogues.
dialogue qui serait presque une pièce de théâtre, mais pas tout à fait. Et donc, et là, c'est vrai qu'assez vite s'est imposée l'idée de construire ce récit autour d'une enquête policière en adoptant jusqu'à un certain point, parce que par ailleurs, il me semble qu'à un moment donné, je les désamorce, mais en adoptant les codes du polar. Et ça m'amuse en fait. Voilà. Donc, en l'occurrence, je l'ai souvent dit, je suis une grande lectrice de Stephen King, qui est quand même le maître de la narration et du suspense. Et donc, en le lisant, on apprend sans doute beaucoup. Et par ailleurs, pour ce qui est vraiment des aspects plus techniques de cette enquête, j'avais eu la chance, et peut-être que c'est, à la fois je dis c'est la chance, mais peut-être que ça fait partie aussi de la construction du roman et de sa genèse. Ça revient à ce que je disais au début de cette conversation, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée première, finalement, il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Mais j'avais rencontré dans une dédicace au Salon du Livre de Paris une jeune femme qui avait fait la queue et qui avait attendu pour me faire signer un exemplaire de son roman. Et dans le court échange que nous avons eu quand elle est arrivée à ma hauteur, elle m'a dit qu'elle travaillait à la brigade criminelle de Paris. Et donc on a eu un court échange là-dessus. Elle a dû voir quand même un peu mon regard s'illuminer. Et elle m'a dit, je pense qu'elle n'y croyait pas beaucoup elle-même, mais elle m'a dit, si vous voulez, si un jour vous avez envie d'écrire un polar, contactez-moi. Et donc, elle m'a laissé ses coordonnées. Il s'est passé au moins 1 an ou 2, je pense, avant que je la contacte. Et peut-être que j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et que quand j'ai commencé à imaginer la disparition de cet enfant, je me suis dit, mais au fond, une enfant connue, hein, parce que la petite Kimi, elle est très connue. C'est le propre aussi de ces enfants-là, c'est-à-dire que nous, on ne les connaît pas, mais s'ils sortent dans la rue, ils peuvent provoquer une émeute. Donc cette petite fille qui est très connue, qui est enlevée, en effet, cette disparition serait du ressort, reviendrait à la brigade criminelle. Et quand j'ai compris ça, bon, j'ai demandé à pouvoir rencontrer des enquêteurs là-bas et construire vraiment les aspects plus techniques du roman pour être dans quelque chose qui soit réaliste. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Michel Faury, qui est le patron de la brigade criminelle, qui m'a expliqué vraiment quel genre de dispositif serait mis en place. C'était assez drôle de faire réfléchir des flics sur un scénario de fiction, parce qu'en fait, comme ils protègent beaucoup ce qu'ils font, c'est bien normal, surtout que dans la plupart des cas, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Là, je leur ai amené mon scénario en disant, voilà, ça se passe comme si, elle a disparu à tel endroit, à telle heure, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont élaboré, ils m'ont expliqué ce qui se passerait à partir d'un scénario fictif. Et pourquoi avoir choisi de faire de Clara donc une procédurière, vous le disiez tout à l'heure, qui est quand même une caractéristique bien spécifique et importante? Alors, je ne connaissais pas du tout ce métier avant de rencontrer justement ces enquêteurs de la brigade criminelle. Le procédurier, donc eux ils disent le procédurier, enfin maintenant on dit aussi la procédurière, la crime. C'est l'enquêteur ou l'enquêtrice qui est d'abord chargé de la scène de crime. Donc la plupart du temps il s'agit d'homicide, donc de relever, de figer, ce qu'ils appellent figer la scène de crime, c'est-à-dire relever absolument tous les éléments, tous les indices, dessiner le plan des lieux. Voilà, donc c'est un très très gros travail, très très précis et absolument primordial. Une scène de disparition ou d'enlèvement ou on ne sait pas très bien quoi d'un enfant, c'est une scène de crime. Donc Clara est parmi les premiers à aller sur les lieux de la disparition de cette petite fille. Et ensuite, le procédurier, il a un rôle un peu particulier qui n'est pas sans évoquer celui de l'écrivain. C'est pour ça que ça m'amusait et que ça m'a amusé d'en faire un petit peu un double de l'écrivaine que je suis. C'est celui ou celle qui consigne toute l'enquête, qui va élaborer le récit de l'enquête, c'est-à-dire pourquoi on a recherché ça, pourquoi on a demandé ci, pourquoi on a fait une perquisition, pourquoi on est allé vers tel suspect, pourquoi on a refermé telle porte, pourquoi, etc. Et tout ça doit être consigné parce que le jour où l'enquête va arriver aux assises, il faut que le dossier soit absolument sans aucune faille, sans aucun vice de forme. Donc c'est le procédurier ou la procédurière, c'est le numéro 3 du groupe et c'est un rôle très très important. Et ils étaient assez étonnés que je me focalise sur ces procéduriers. J'ai eu la chance d'en rencontrer un aussi à la brigade criminelle qui m'a parlé de son travail. Et là, en l'occurrence, Clara, ça lui permet d'être un peu en retrait de l'enquête parce qu'au fond, une fois que voilà, tout le monde s'agite mais l'enfant a disparu,
elle, c'est ce qui va lui permettre finalement peut-être de s'approcher le plus de la vérité. Clara, elle ne veut pas d'enfant. J'ai trouvé intéressant qu'il y ait ce miroir inversé entre les deux femmes, entre Mélanie et Clara. Mélanie qui elle-même ne vit que pour ses enfants, au point de même parfois de s'oublier un peu elle-même. Oui, puis Mélanie, c'est quelqu'un qui a fait de son rôle de mère une identité médiatique. C'est vrai qu'elle a participé, je le raconte, dans l'élaboration de son parcours, elle a participé à ce qu'on appelle le Motherhood Challenge, qui est un challenge qui existe sur Facebook, où il s'agit de publier des photos pour montrer quelle bonne mère vous êtes. Et ça fait partie des choses qui me frappent pas mal sur les réseaux sociaux, cette glorification de la maternité comme une performance, en fait. Voilà, et donc, puisque Clara est à ce point au revers de son époque, ça me semblait assez logique, là où Mélanie ne cesse finalement de se mettre en scène comme la maman parfaite qu'elle pense être, d'avoir Clara, qui est une femme qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfants, de ne pas mettre au monde des enfants dans l'époque dans laquelle elle vit. C'est intéressant puisque cette maternité parfaite, effectivement, est un véritable phénomène de réseau. Et je trouve que récemment, dans la littérature, il y a beaucoup de romans qui sont arrivés et qui parlent de mères défaillantes, de mères qui regrettent d'avoir des enfants, comme si c'était une réponse à cette pression qui a surgi dans la vie de beaucoup de femmes et qui est d'être la maternité positive, la maternité bienveillante, etc. Oui, c'est intéressant, votre hypothèse est assez intéressante. C'est probablement un contrepoint à cette maternité, comme je vous dis, glorieuse et voilà, qui au fond n'existe pas, mais à peu près comme toute la fiction que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Nul n'est parfait, nulle mère n'est parfaite, bien sûr, et peut-être que la littérature qui donne accès à davantage de complexité et de nuances permet de faire un petit peu contrepoids par rapport à cette image des réseaux sociaux que chacun de nous, c'est un nous général, générique, essaye de donner en fait. On se raconte une histoire quand on publie des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la maternité ou sur autre chose. C'est l'image de soi qu'on a envie de donner, c'est l'image de soi peut-être qui nous rend la vie acceptable d'ailleurs dans certains cas. Mais voilà, il y a quelque chose pour moi qui est très humain, qui est profondément humain, à la fois dans ce qu'on met en scène sur les réseaux sociaux et dans les dérives que ça comporte. Il y a quelque chose qui a essentiellement trait finalement à notre solitude, à notre besoin d'exister, à notre besoin de reconnaissance, etc. D'ailleurs, la solitude, c'est aussi l'un des mots-clés de la vie de Mélanie, dont la seule amie a quitté la résidence, qui s'est éloignée et qui se retrouve finalement face à 5 millions de personnes au quotidien, mais terriblement seule, terriblement isolée et vulnérable, puisque sa cellule familiale n'est plus vraiment une cellule familiale, il y a des caméras partout. Oui, puis il y a ce mot de communauté finalement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui laisse croire, enfin, qui pourrait laisser à penser qu'en effet on bénéficie d'une communauté. Mais qu'est-ce que c'est que cette communauté? Ce mot-là, pour moi, il est très signifiant à une époque où probablement on n'a jamais été aussi individualiste, et donc on a besoin de continuer à croire qu'on appartient malgré tout à un groupe et qu'on est aimé, et qu'on est reconnu et qu'on est respecté. Et donc, mais cette communauté, enfin, me semble-t-il, est souvent très, très artificielle. Et même perverse, puisqu'elle peut se retourner et qu'elle peut d'un coup se mettre à piquer ou à harceler ou à critiquer la personne qu'elle a adulée quelques jours plus tôt. Oui, c'est vrai, ça se produit assez souvent. Dans Les enfants sont rois, vous abordez aussi des choses très concrètes. On apprend qu'en 2017, l'Observatoire de la parentalité et du numérique a saisi le Conseil national de protection de l'enfance pour qu'une loi soit adoptée. Donc ça, c'est la réalité. Est-ce que vous avez suivi cet aspect de la réalité? Est-ce que vous vous intéressez à cette cause des enfants stars d'Internet et où en est leur situation? Oui, bien sûr, je m'y suis intéressée par la force des choses. D'abord parce que j'ai commencé le livre avant d'entendre parler de la loi
j'ai entendu parler de la loi, j'étais déjà lancée dans mes propres recherches avec l'idée du roman. Dans un temps, d'ailleurs, ça m'a un petit peu inquiétée dans le sens où je me suis dit, ah, mais est-ce que ça a un sens d'écrire un livre là-dessus si une loi passe? Et puis j'ai vite compris de ce que je pouvais lire à ce moment-là, de l'élaboration de cette loi, qu'elle elle aurait bien sûr le mérite d'exister, mais qu'elle ne pouvait pas aller réellement contre l'époque. Et il me semble que c'est le cas. Donc la loi, elle existe, en effet, elle a été votée, elle a été mise en application en octobre dernier. C'est sans doute important de dire que la France est le seul pays au monde à avoir tenté de légiférer sur ce point. Là où, voilà, partout en Europe, les enfants influenceurs mis en scène par leurs parents existent. Aux États-Unis, dans des proportions énormes. Le youtubeur le plus riche du monde depuis plusieurs années, c'est un petit garçon qui a 9 ans aujourd'hui et donc qui, depuis plusieurs années, gagne entre 25 et 30 millions de dollars par an. C'est pas lui, c'est ses parents, évidemment, hein, puisqu'il a 9 ans. Et aux États-Unis, il n'y a absolument aucune tentative de régulation. Et donc, la France, voilà, l'Assemblée nationale a tenté de légiférer sur ce point. Et il y a quand même une avancée importante, c'est que ces enfants sont considérés maintenant comme les enfants du spectacle, donc comme des enfants mannequins ou comédiens. Bon. Voilà, c'est bien, ça oblige les parents à déclarer leur activité. Donc au moment où ils déclarent leur activité, on les met en garde justement sur les dérives possibles et les risques pour leurs enfants. Tout ça a évidemment le mérite d'exister. Maintenant, il me semble que c'est tout à fait impossible de contrôler ce qui se passe dans la sphère domestique. C'est là où ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, chacun peut fabriquer sa propre télé-réalité. Et donc là où effectivement si un enfant participe à un tournage de cinéma par exemple, un enfant de 9 ans qui participe à un tournage de cinéma, on va obliger les producteurs, le réalisateur, etc. à limiter la participation de l'enfant à 3 heures par jour. Alors pendant 2 mois, effectivement, l'enfant ne va pas avoir le droit de tourner plus de 3 heures par jour. Mais si c'est à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire que quand c'est chez vous et que finalement vous tournez 3 heures par jour tous les jours depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, c'est énorme en fait. Donc c'est évidemment un cadre qui n'est pas très contraignant en réalité. Pour ce qui est des aspects financiers, j'ai imaginé dans le roman comment contourner la loi. Je pense que si j'ai été en mesure de le faire, je n'ai pas été la seule. Et pour terminer sur cette difficulté de contrôler ce qui se passe, on voit d'ailleurs qu'aux États-Unis, souvent c'est a posteriori que les abus peuvent être dénoncés, justement parce que des gens vont signaler avoir vu des enfants à qui on fait ces fameux pranks, ces canulars, qui en fait deviennent extrêmement cruels, qui sont des réveils au milieu de la nuit, des privations de nourriture, etc. Oui, aux États-Unis, ils font tout est tellement excessif, si vous voulez. On n'a pas de. Là, oui, effectivement, vous parliez de maltraitance tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a eu des cas tout à fait avérés de maltraitance, en effet, notamment une ou deux familles qui faisaient subir à leurs enfants des trucs complètement invraisemblables, du style mettre un serpent dans le lit pour terroriser les enfants et filmer leurs réactions, ou des araignées, ou je ne sais plus quoi. Bon, c'est un peu comme ce fameux Cheese Challenge dont je parle dans le roman aussi, qui existe, hein, donc qui consiste à acheter une tranche de fromage fondu au visage de votre enfant et de le filmer et de le poster sur les réseaux sociaux. Je ne vous encourage évidemment pas à le faire. C'est un très grand succès mondial, ce Cheese Challenge. Donc voilà, tout ça nous pose évidemment des questions sur l'époque. Et aux États-Unis, comme vous le soulignez, c'est vraiment quand il y a eu des abus de cet ordre, où là, la maltraitance est absolument impossible enfin voilà, on peut pas nier qu'il y a de la maltraitance. Là, les chaînes ont été obligées de fermer, ce qui n'est pas du tout le cas des chaînes françaises, où, encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas dans la peau de ses parents, mais je pense que la plupart ont quand même le sentiment de faire le meilleur pour leurs enfants. C'est-à-dire, ils pensent très sincèrement que devenir une star de YouTube est ce qu'ils peuvent offrir de mieux à leurs enfants. Mais c'est la grande intelligence du titre de votre livre, c'est qu'il contient à la fois tout cet amour, cette volonté d'amour et cette cruauté inconsciente ou qui est par inadvertance en fait, mais qui est très concrète. Les enfants sont rois. Oui, mais non en fait. Et c'est ce qu'elle dit, c'est une phrase que dit Mélanie, comme Chez nous, Mélanie, les enfants un journaliste, sont rois. oui.
chez nous, les enfants sont rois, mais les rois de quel royaume, effectivement. De quel royaume, avec quelque chose de pourri dans ce royaume, pour paraphraser. Alors, je surveille là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Delphine de Vigan, sachant que vous pouvez bien sûr poser des questions sur Les enfants sont rois, mais aussi sur d'autres livres. C'est ce que me disait Delphine de Vigan avant la rencontre, et c'est une très bonne idée, bien évidemment. Mais aucune question, pas de... Bon, moi j'ai l'habitude qu'il y ait beaucoup de questions, donc, enfin, ou qu'il n'y en ait pas quand je laisse, et que quand je ne laisse pas tant de questions, il y en a beaucoup de gens qui viennent me dire je voulais poser une question. N'hésitez pas. Ah bah voilà. Alors il y a un micro qui va vous être donné. Ah. Il y a un autre micro qui fait route. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, vous avez choisi d'écrire des passages quand vous écriviez de votre vie actuelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce mélange entre la vie de votre mère, votre vie actuelle, puis donc on passe de la biographie de votre maman à la vôtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce mélange et comment vous avez décidé de mettre en relation ces trois différentes choses finalement? Oui. C'est pas que j'avais pas prévu de faire ça au départ. Je l'ai souvent raconté au moment où le roman est sorti. Rien ne s'oppose à lui. C'est vraiment un livre qui s'est imposé pour le coup à moi, que d'une certaine manière je n'avais vraiment pas envie d'écrire. J'ai essayé pendant un temps d'éviter l'écriture de ce livre, et puis un jour je me suis rendu compte que si je n'écrivais pas ce livre, je n'en écrirais pas d'autres, que mon chemin d'écrivain passait par ce livre. Donc j'ai remonté mes manches et je me suis dit bon, je vais m'y mettre. Je pensais sans doute assez naïvement à ce moment-là, quand j'ai démarré l'écriture, après avoir enquêté donc, auprès des frères et sœurs de ma mère et des gens qui avaient connu ma famille, après plusieurs mois d'enquête, à retrouver les papiers, les écrits, revoir les émissions, revoir les photos, etc. J'ai vraiment eu toute une période d'enquête, un peu comme je l'aurais fait pour un sujet qui était moins personnel. Et une fois que j'ai démarré l'écriture, je pensais être capable de raconter l'histoire de ma mère à la troisième personne, depuis l'âge en gros de ses 7 ans, âge auquel le roman démarre, et jusqu'à sa mort. Et donc j'ai commencé à écrire les premiers chapitres, et puis assez vite je me suis heurtée, en fait, je le raconte dans le roman, parce que finalement le raconter, c'est ce qui m'a permis de dépasser ce point de blocage. Lorsque j'ai été amenée à raconter la mort du premier frère de ma mère, donc ma mère avait perdu 3 frères, et le premier était mort dans un accident terrible quand ils étaient enfants. Et je considérais ce drame un peu, je l'ai dit dans le livre, comme un peu le drame originel qui avait touché ma famille. Et au moment d'écrire ce qui s'était passé, évidemment, je n'y étais pas. J'avais eu plusieurs versions finalement de cet événement. Donc, il n'y avait aucun doute que ce drame avait existé. D'une certaine manière, la date, elle était établie par les certificats de décès, etc. Mais en même temps, dans la manière dont on me le racontait, il y avait toujours des détails qui différaient. Ma grand-mère nous l'avait beaucoup raconté quand on était enfant. Et puis, voilà, donc c'était, est-ce que mon grand-père était là ou est-ce qu'il était à Paris? Est-ce que ma mère était dans le jardin quand ce petit garçon est tombé dans le puits, ou est-ce qu'elle était à l'intérieur, etc. Et au fond, j'ai dû choisir finalement une version pour écrire le roman. Et quand je me suis rendu compte, ça m'a complètement bloquée, parce que je me suis dit, de quel droit je choisis cette version plutôt qu'une autre, parce qu'au fond, j'étais encore à ce moment-là probablement dans le fantasme, dans l'idée que je pourrais me rapprocher de la vérité, ou raconter finalement la vérité à travers ce livre.
Et chemin faisant, je me suis rendu compte que d'abord cette vérité était tout à fait inaccessible et que de toute façon, malgré moi, ce livre serait forcément une fiction. Le seul moyen voilà, de l'élaborer, de la développer, ça a été pour moi de raconter finalement les difficultés que je rencontrais justement en tant qu'écrivain à raconter cette histoire. Les difficultés, les doutes. C'est un texte qui a été sans aucun doute émotionnellement le plus compliqué de toute ma vie à écrire, et j'espère ne jamais avoir à remettre les mains, si je puis dire, dans un matériau comme celui-là. Mais au fond, voilà, la seule façon que j'ai trouvé de l'écrire, c'est de partager avec le lecteur les affres de cette écriture, en fait, à la fois d'ailleurs les angoisses qu'elle provoquait en moi, c'est-à-dire, oui, la peur de blesser l'entourage de ma mère, les frères et sœurs de ma mère, ma famille, etc. Les questions que posait et que pose encore une telle entreprise. Voilà, donc tout ça, je l'ai finalement partagé avec le lecteur, ce qui fait que le roman avance avec mon éditrice appelait ça à l'époque le making-of, avec son making-of. C'est comment on fabrique un livre comme ça, quelles questions ça pose, qu'est-ce que ça provoque, quels doutes j'ai rencontrés. Et à chaque fois que c'était nécessaire, m'a-t-il semblé, c'était l'occasion de dire, voilà, là je vous raconte l'histoire comme ça, mais il y a aussi une version qui dit que ça. Et au fond, ça nous ramène tous, je crois, à cette idée que notre mémoire est une fabrique de fiction. Et ça, je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Et que si vous partagez avec votre frère, votre sœur, votre maman un souvenir d'il y a 15 jours, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas forcément retenu la même chose. Et voilà. Et donc, quand on écrit, on travaille à partir de ce matériau. Et c'était aussi une manière de dire, au fond, encore une fois, que cette vérité, elle n'existe pas, et que ce livre, c'est ma vision, c'est ma version finalement de tout ça. C'est forcément un livre très subjectif qui, je l'ai parfois dit, qui est écrit sans doute à la fois par la petite fille que j'ai été, par la jeune femme que je suis devenue et par la mère que je suis devenue moi-même, au fond. Et ces voix, elles se confondent dans le roman un peu à travers ce procédé, si je puis dire. Merci pour cette question et merci pour cette réponse, Delphine de Vigan. Et je pense qu'on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti. On vous retrouve en dédicace oui. Sous le chapiteau. Non, je crois que c'est ici. Ici, super. Oui. Alors, vous allez avoir une table ici, vous pourrez voir Delphine de Vigan. Je vous remercie infiniment pour cette discussion. Merci. Puis merci pour votre attention.